Bonjour et bienvenue à tous pour votre présence pour ce webinaire Transférer ou vendre, comment évaluer mon entreprise touristique aujourd'hui. Donc, je me présente Audrey, chargée du développement de la clientèle touristique au Centre de transfert d'entreprises du Québec. Je vais vous présenter aussi donc les conférenciers aujourd'hui. Donc, nous avons Nathalie Boudreau, ainsi que donc conseillère en transfert d'entreprises touristiques au CETEC, ainsi que Olivier Côté, directeur service conseil chez MNP. Bonjour Audrey. Bonjour à tous les Bonjour deux. Nathalie. Bonjour à vous deux. Donc, ce webinaire va pouvoir commencer. Donc, j'ai un petit souci. Voilà. Vous avez dans la rubrique chat la possibilité de commenter les échanges. Attention, les échanges ne sont pas confidentiels. Par contre, vous pouvez à tout moment écrire dans votre rubrique Q&A pour poser vos questions en toute confidentialité. Donc, nous allons maintenant commencer le webinaire et je vais passer la parole à Nathalie. Merci Audrey. Bonjour à vous. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin. En fait, on est là pour parler de reprenariat. Notre sujet, notre gros sujet va vraiment être l'évaluation d'entreprise, mais avant d'en arriver là, on va faire une petite récapitulation de certaines étapes et de certaines choses. D'entrée de jeu, le reprenariat, c'est quoi? Je vais y aller simplement en disant que c'est la volonté entre cédant et un repreneur d'assurer la pérennité d'une entreprise et de la faire croître pour les années futures. Il faut savoir que présentement, on aura dans la prochaine année plus de 15 000 entreprises qui seront à la recherche de repreneurs. Donc, c'est quand même une grosse période pour vous tous. Je lisais un article ce matin qui nous disait qu'il y avait 20% des restaurants aussi qui ont fermé au cours des 2 dernières années. Fait que c'est vraiment ce qu'on veut essayer d'éviter, des fermetures d'entreprises dans le domaine touristique, parce qu'on sait que ça a un impact là, sur toutes les régions du Québec. Donc, avant de penser à la fermeture, on aimerait ça que nos cédants puissent penser de voir est-ce qu'il y a moyen de pérenniser l'entreprise que j'ai passé des années et que j'ai construit avec mes 2 bras et ma tête. Ça fait que ça serait le fun qu'on puisse la pérenniser au lieu que ça ferme. Fait que le webinaire d'aujourd'hui est vraiment pour vous aider un peu dans la démarche. On va vous présenter la démarche là, qui doit être faite là, en amont pour s'assurer de procéder à un bon transfert d'entreprise. Audrey, tu peux virer. OK. Fait qu'il y a plusieurs possibilités de transfert qui existent. Sachez que les transferts externes représentent plus de 50% des transferts qu'on connaît. Donc, c'est vraiment un cédant qui va vendre son entreprise à quelqu'un qu'il ne connaît pas d'entrée de jeu, à quelqu'un qui n'est pas lié à lui, ce n'est pas sa famille, c'est vraiment un transfert là, externe et ça représente plus de 50% des transferts. Les transferts internes, on peut y avoir 2 volets à ça, soit un volet familial, donc c'est vraiment les parents qui vont céder à des enfants. Il peut y avoir aussi du management buyout, là, MBO. Vous allez sûrement entendre ce terme-là de temps à autre, où est-ce qu'on vend notre entreprise à des employés qui sont des employés importants, des fois dans la direction de l'entreprise, ou tout simplement quelques employés qui décident de se mettre ensemble puis de faire le rachat d'une entreprise. Les transferts mixtes, on le voit aussi à l'occasion où est-ce qu'on pourrait avoir des membres d'une famille qui vont aller chercher des investisseurs, qui vont avoir des amis qui sont prêts à investir dans leur entreprise. Fait qu'on parle d'un transfert mixte à ce moment-là. La reprise collective, pour elle, c'est un genre de transfert qu'on voit un peu moins, mais qu'on va voir de plus en plus. On le voit dans des campings, par exemple. On peut le voir dans des pourvoiries. Vous connaissez sûrement des
commerces d'alimentation qui vont savoir transformer là, sous forme de coopérative. Sachez qu'au CETEC, on est très bien accompagné là, avec quelqu'un qui travaille spécifiquement sur la reprise collective, mais vous passez par le chemin normal là, pour rejoindre un conseiller, puis c'est après ça là, qu'on voit la meilleure façon de transférer votre entreprise. Sachez aussi qu'un transfert d'entreprise, ça implique beaucoup d'experts. Fait que soyez pas étonnés quand vous faites affaire avec le CETEC qu'on vous réfère. Sachez qu'au CETEC, on est des conseillers qui sont plus généralistes et on se doit de travailler avec des experts. Olivier, qui est notre conférencier invité aujourd'hui, c'est un évaluateur, un expert évaluateur. On va travailler aussi avec des avocats, des notaires, des banquiers, formateurs. Fait que selon où l'entreprise est rendue et selon les besoins qui se présentent au fur et à mesure, on va vous diriger vers vers des experts qui vont pouvoir nous aider. À la base, on va travailler avec des experts qui déjà vous entourent, qui vous connaissent, qui connaissent votre entreprise. Fait que, si vous avez un comptable, si vous avez un notaire dans votre environnement, on va vous inciter à travailler avec ces gens-là d'entrée de jeu. Puis, par la suite, viendra qu'on va vous en rajouter au cours du processus comme tel. Parlant des processus, j'ai pensé bon aujourd'hui de vous présenter les étapes d'un transfert. Quelques-uns d'entre vous étaient déjà peut-être là. À l'automne, on a fait quelques présentations à des cédants comme vous. Je vais passer les étapes brièvement pour voir un peu où est-ce que l'évaluation de l'entreprise se situe. Fait que si on va à l'étape 1, déjà d'entrée de jeu, si vous communiquez avec nous au CETEC, c'est probablement parce que vous avez déjà fait une réflexion à savoir si vous vouliez vendre. Nous, ce qu'on va s'assurer lorsque vous êtes inscrit chez nous, c'est d'assurer que vous êtes vraiment prêt à vendre. Est-ce que vous avez rencontré votre planificateur financier? Est-ce que vous en avez parlé avec votre comptable? Parce qu'on sait qu'il y a des choses là, qui doivent être rééquilibrées au niveau des états financiers avant de vendre. Est-ce que vous êtes qualifié? Parce que je vous dirais que dans le cours des 2 dernières années, ça m'est arrivé à quelques fois d'avoir quelqu'un qui veut vendre son entreprise. Par contre, l'entreprise est fermée depuis 1 an. À ce moment-là, ce n'est pas une vente d'entreprise, c'est une vente d'actifs. Puis en fait, oui, on est là pour vendre des actifs, mais dans un contexte d'entreprise. On n'est pas seulement là pour vendre des outils ou des choses comme ça là, dans la restauration ou peu importe. Fait qu'on va vraiment travailler à cette étape-là avec le cédant pour s'assurer qu'il est prêt, qu'il est bien entouré. À l'étape 2 viendra un plan d'action. Parce qu'à l'étape 1, on va avoir réfléchi à certaines choses. Est-ce que mon entreprise est-ce que la toiture est à refaire? Est-ce que je dois changer ma hotte de poêle? Est-ce que mon décor dans mon auberge est au goût du jour? Ça fait qu'on va s'assurer de faire un plan d'action pour la valorisation de notre entreprise, pour voir qu'est-ce qui me manque pour faire un bon transfert. On va identifier des experts qu'on va avoir besoin en cours de route. Comme je vous disais, si vous en avez, on travaille avec eux. Sinon, on peut vous en proposer. On parle aussi de comité de transfert. On le voit beaucoup plus là, lors d'un transfert à l'interne ou d'un transfert familial, le comité de transfert. Mais dans le cas d'une entreprise là, qui vendrait à un externe, à ce moment-là, le comité de transfert pourrait être composé là, de votre comptable, de nous, de votre avocat. Fait qu'on travaille vraiment tous ensemble là, pour mener à bien le projet. À l'étape 3, l'évaluation de l'entreprise. En fait, on l'amène à l'étape 3, mais sachez que idéalement, quand on vient pour vendre son entreprise et qu'on veut mettre un prix, il faut qu'elle soit évaluée. Fait que de temps en temps, ça nous arrive de voir des entreprises qui ont eu une évaluation de l'entreprise avant même de nous contacter. Ça fait qu'à ce moment-là, on s'assure d'afficher un prix qui représente bien
la transaction, qui représente bien le projet en tant que tel. Sinon, à un moment donné ou à l'autre, au cours des étapes, on devra la faire. Je vais laisser à Olivier le soin de bien expliquer c'est comment on fait une évaluation d'entreprise, pourquoi on la fait. À l'étape 3 aussi, c'est là qu'on va se poser des questions. On va y avoir réfléchi un peu avant, mais c'est quoi le profil de repreneur que je veux? En fait, je vous dis ça là, mais c'est parce qu'on y aura pensé un peu plus tôt en amont, de voir c'est quel repreneur que je veux. On va faire de voir c'est quoi le profil, c'est quoi mon rôle dans l'entreprise et quel genre de repreneur que ça prend pour me remplacer. Il y aura aussi la signature d'entente de confidentialité à ce moment-là. À l'étape 4, discussion cédant-repreneur. Ça nous arrive aussi des fois que le cédant va nous arriver, puis il va déjà y avoir un repreneur dans le décor, comme on dit. À ce moment-là, on va animer, si vous voulez, les discussions entre cédant et repreneur. On va s'assurer que la démarche se continue, puis qu'il y ait une lettre d'intention de signer à cette étape-là. Dans la lettre d'intention, c'est là qu'on va retrouver toutes les conditions que le repreneur aimerait avoir là, dans cet exercice-là et qui va amener aussi une discussion et une négociation à ce moment-là. À l'étape 5, c'est là aussi qu'on se pose des questions au niveau du scénario de transfert d'entreprise. Est-ce que je vais à 100% de mes actions? Est-ce que j'avais à 50%? Est-ce que je vais demeurer dans l'entreprise? Combien de temps? Quelles conditions? Une offre d'achat formelle va être déposée. Une renégociation encore, puis la convention de vente et d'acquisition, excusez. L'étape 6, le plan de transfert est une étape qu'on pense qui est pas parce qu'elle est à l'étape 6 qu'elle n'est pas importante, c'en est une des plus importantes parce que c'est souvent après la transaction qu'on se rend compte ou qu'on s'aperçoit que si le transfert n'a pas été bien fait, que l'entreprise va fermer dans 3, 4 ou 5 ans après avoir signé un contrat ou avoir fait un chèque là, pour acheter l'entreprise. Fait que c'est une étape qui est cruciale. En fait, toutes les étapes sont cruciales, mais celle-là n'est vraiment pas à négliger. En fait, c'était pour les étapes pour le cédant. Sachez, dans le vert, on voit les étapes pour le repreneur. On le met là à titre d'indication pour que vous sachiez que le repreneur a autant de boulot que vous, sinon plus, dans le processus là, d'un transfert d'entreprise. Sachez que plus tôt on y pense, 3 ans, là, 3 à 5 ans avant de penser à vendre, il faut commencer ces étapes-là. Trop souvent, on voit, puis j'avais encore un cas ce matin où est-ce que le propriétaire de l'entreprise est gravement malade, donc il faut vendre vite. Fait que c'est des choses qui est désagréable quand ça arrive. Pour nous, on embarque dans le processus avec vous, mais j'imagine là, les cédants qui sont peut-être un peu moins en forme puis qui doivent faire un transfert rapide comme ça, c'est peut-être moins évident. Fait que c'est les étapes là, qu'il faut penser que vous allez avoir à faire pour un transfert d'entreprise réussi. On est maintenant dans le cœur du sujet. Je ne voulais pas prendre trop de temps parce que la présentation d'Olivier est une superbe belle présentation pour l'avoir vue. Fait que mettez-y toute votre attention, prenez des notes, puis n'hésitez pas à nous poser des questions. Là, on va y revenir vers la fin. Fait que Olivier, la parole est à toi. Merci beaucoup, Nathalie. D'entrée de jeu, je voudrais peut-être juste ajouter un petit point là, de ce que Nathalie vient de dire. Vous avez vu des beaux diagrammes dans lesquels un processus qui est linéaire, mais sachez autant que repreneur et cédant, vous allez vivre des montagnes russes d'émotions. Ce n'est pas seulement bureaucratique, ce fameux transfert, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions là-dedans. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mon volet à moi, donc l'évaluation d'entreprise qui me passionne depuis plusieurs années. Donc, je vais vous présenter un peu mon plan de match pour à quoi vous attendre dans le fond pour la présentation.
Je les sépare en 5. Donc, le premier, pourquoi l'évaluation d'entreprise? Pourquoi on fait ça? Le 2, c'est qui peut faire l'évaluation d'entreprise? En troisième lieu, je vais faire référence à quelques notions théoriques en espérant pas trop vous endormir au niveau de la finance. Après ça, au niveau 4, quelques idées préconçues qu'il y a dans le marché, autant cédant que repreneur. Et finalement, quelques pistes de réflexion qui vont être sous forme de questions ouvertes là, un peu plus. Donc, sans plus tarder, pourquoi évaluer l'entreprise? Oh, excusez, j'ai devancé mon programme. C'était correct, Audrey. Désolé, c'est moi. Bon, petit lexique avant de commencer, effectivement, pour parler le même langage, ça se peut que je m'égare dans des termes techniques comme tout métier. Donc, je voulais simplement vous présenter quelques lignes là, des mots auxquels je vais faire référence durant la présentation. Donc, je parle de BAIA, qui est le premier. Là, ça veut dire le bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement. Je vais faire référence aussi au CAPEX, donc c'est l'investissement en immobilisation de maintien. En fait, prenons l'exemple d'un restaurant, c'est tout le mobilier, les équipements, les fourneaux à changer ou se prévoir une provision annuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le CAPEX. Je vais faire référence aussi au CMPC, qui est le coût moyen pondéré du capital. JVM pour juste valeur marchande, VE pour valeur d'entreprise. Le 3E que vous voyez là, c'est une désignation professionnelle dans laquelle je fais partie, donc expert en évaluation d'entreprise. Vous avez l'équivalent en anglais au niveau du CBV. FDR pour le fonds de roulement hors caisse et FM pour le flux monétaire ou en bon français, un bon vieux cash flow. Donc, pourquoi évaluer une entreprise? Il y a plusieurs raisons qui nous amènent à évaluer une entreprise, ne serait-ce que, de la vendre, connaître sa juste valeur, un transfert au niveau apparenté. Donc, si je prends une relève familiale dans laquelle un papa ou une maman vend à ses enfants, la loi de l'impôt va exiger la juste valeur marchande de la transaction pour ne pas vous faire cotiser en double. Donc, ça prend un rapport d'évaluation d'entreprise dans lequel une juste valeur marchande va être indiquée. Sachez aussi que les autorités fiscales ont aussi des triple E comme moi qui font de l'évaluation d'entreprise, donc ils ne se gênent pas pour valider les transactions, pour éviter de faire des ventes à rabais, si vous voulez, à vos enfants. On parle aussi du projet de loi C-208 qui est le transfert intergénérationnel. Ce fameux projet de loi-là indique également, ce n'est pas un projet de loi, pardon, c'est la loi a été sanctionnée, mais on fait référence à un rapport de juste valeur marchande aussi établi par un expert indépendant pour le transfert de votre entreprise. Ne serait-ce aussi pour des planifications fiscales, donc votre fiscaliste peut vous demander à faire une évaluation d'entreprise. Il y a au niveau des litiges aussi, entre actionnaires, divorce au niveau familial, des besoins d'assurance vie, intégrer des employés clés avec un régime d'actionnariat, par exemple, ou un outil de création de valeur. Vous prenez une photo X à une date X, pardon, de la valeur de votre entreprise. Vous savez que vous voulez la vendre dans 3-4 ans. Comment faire pour ajouter de la valeur? Et dans 4-5 ans, on refait le processus d'évaluation, voir si on a bien atteint nos objectifs. Maintenant, qui peut faire l'évaluation d'entreprise? En fait, ce n'est pas normé comme les comptables professionnels agréés. Donc, un comptable, un financier, un expert en évaluation d'entreprise peut faire une évaluation. Par contre, il y a une bémol importante à rappeler, c'est que le 3E, c'est un professionnel qui est indépendant. On a des normes professionnelles à respecter ainsi qu'un code d'éthique. On a de formation continue aussi et on est réputé au niveau du monde des affaires et également au niveau des tribunaux. On peut être amené justement dans des litiges à être à la barre pour présenter le rapport à titre d'expert indépendant. Ce qu'il ne faut pas confondre avec l'expert en évaluation d'entreprise, ce n'est pas un évaluateur agréé qui va évaluer votre maison, par exemple, ou le bâtiment commercial dans lequel vous opérez. Il y a une différence. On travaille en collaboration, mais ce n'est pas la même chose. Moi, j'évalue le fonds de commerce, vraiment l'évaluation de l'instrument financier qui est vos actions, dans le fond. Petite brève, ça va être quoi le output d'un
d'un expert en évaluation, il y a 3 types de rapports qu'il peut émettre. Au niveau évaluation d'entreprise, je parle, je vais ignorer les autres. Il y a 3 niveaux d'assurance. Tout comme vos états financiers de fin d'année, vous avez un avis au lecteur que votre comptable peut sortir, une mission d'examen, une mission d'audit. On peut faire le parallèle au niveau de l'évaluation. On parle d'un rapport de calcul de valeur, d'estimation de valeur et exhaustif. Donc, plus, vous voyez la petite flèche, là, plus qu'on va vers le rapport exhaustif, l'essence du travail va rester le même. Par contre, le niveau d'assurance dans lequel l'expert indépendant va conclure va être beaucoup plus poussé, l'étendue du travail également, ainsi que les honoraires, bien entendu. Maintenant, quelques notions théoriques. La définition de la juste valeur marchande, telle que décrite par le CBV Institute, c'est le prix le plus élevé exprimé en équivalent de trésorerie, donc comptant, argent comptant, pouvant être obtenu dans le cadre d'une transaction entre un acheteur et un vendeur hypothétique, dans lequel ils ont les mêmes forces au niveau de la concurrence, au niveau des informations, il n'y a pas de prix de faveur entre eux et ils sont libres de contraintes. Donc, tout à l'heure, Nathalie faisait référence à une contrainte de santé chez un cédant, mais la juste valeur marchande ne reflète pas cette contrainte-là. Le but, c'est de faire une simulation de vente sur un marché notionnel qu'on appelle au prix le plus élevé en équivalent de trésorerie. Vous allez voir, il y a une différence, et ça arrive à plusieurs reprises, entre un prix versus une juste valeur marchande. Un prix, c'est ce que vous payez, pour faire ça très simple, et la valeur, c'est ce que vous obtenez en échange. Combien ça vaut ce placement? Pour faire la différence, c'est que la juste valeur marchande, je faisais référence tout à l'heure à une vente simulée sur un marché qui est hypothétique. Le prix sur le marché va être une vente réelle. Si demain matin, vous mettez votre pancarte, vous dites « je suis à vendre » et peu importe, là, quelques acheteurs qui arrivent, bien, s'il y en a plusieurs puis qui sont intéressés par l'emplacement géographique, par exemple, de votre motel, bien, ça pourrait faire augmenter les enchères, de sorte que le prix ne serait pas reflété, il serait supérieur à la juste valeur marchande. Un autre fait aussi qui est important, qui fait en sorte que ça peut être différent, c'est que le vendeur et l'acheteur peuvent ne pas avoir la même information ou la même qualité d'information. De sorte qu'il y en a un qui détient plus d'informations que l'autre, donc il va sûrement tirer sa couverte d'un bord un peu plus versus l'acheteur ou vendeur, peu importe. Au niveau des expériences aussi de négociation, vendre des entreprises, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous faites à tous les jours versus des gros groupes corporatifs qui seraient peut-être intéressés à acheter votre commerce. Donc, la force de négociation va faire en sorte que le prix peut-être va être plus bas pour l'acheteur qui a beaucoup d'expérience versus le vendeur qui a moins d'expérience. C'est quelques faits ou quelques exemples dans lesquels, sur un vrai marché, le prix n'est pas toujours représentatif de la juste valeur marchande. Maintenant, au niveau théorique, sur les approches d'évaluation d'entreprise, il y a 3 grandes approches. Il y a l'approche de marché. Donc, celle du marché va faire référence beaucoup à comparer votre entreprise, votre PME, avec des compagnies au niveau public, donc des sociétés qui sont cotées à la bourse, des transactions aussi qui ont eu lieu sur le marché, donc des règles empiriques, les fameuses 4 fois, 5 fois, 6 fois le BAYA que vous entendez, c'est des règles empiriques dans notre jargon. D'emblée, lorsqu'on évalue une PME, donc c'est très, très, très difficile d'avoir de l'information qui va être aussi comparable d'une PME qu'une société publique. Donc, d'emblée, cette méthode-là n'est pas préconisée comme méthode principale pour évaluer une entreprise. Elle va être utilisée un peu en second plan pour valider la vraisemblance des autres approches qui vont avoir été utilisées. L'autre grande famille, on parle au niveau de l'actif. Donc, une entreprise détient des actifs, que ce soit l'immeuble, un terrain, des équipements, etc. Donc, on va regarder si à la juste valeur marchande de ces équipements-là, à la date d'évaluation, bien entendu, moins les dettes, on va regarder qu'est-ce que ça vaut au niveau de l'actif net redressé. Ou si on avait à liquider l'entreprise, quelle serait la valeur, la résultante, là, suite à avoir payé les dettes, quelle serait la valeur? Ce serait la valeur de l'actif. Ça, l'évaluateur va l'utiliser en second lieu
pour une entreprise qui est en opération et qui génère du cash flow, bien entendu, pour valider l'achalandage qui en ressort. Donc, la valeur qui va en ressortir, moins la valeur des actifs tangibles qu'il détient, essentiellement, va être ce qu'on appelle le fameux goodwill ou l'achalandage. Elle est toujours utilisée, cette méthode-là, en second lieu également pour valider l'achalandage ou comme méthode principale pour des entreprises dans lesquelles toute la valeur repose sur les actifs. Prenons l'exemple d'un hôtel, par exemple. La valeur repose beaucoup plus sur l'actif tangible qui est le bâtiment en soi que les opérations. Sauf avis contraire s'il y a beaucoup d'achalandage qui est créé. Et ça se reflète normalement dans les chiffres. On peut faire le parallèle aussi avec une entreprise de construction, en génie civil, par exemple, avec les réparations de route. Beaucoup de matériel, d'équipement roulant pour générer les cash flows. Donc, des fois, le flux monétaire ne sera pas suffisant par rapport à la valeur des actifs. Il sera bien décidé à la fin, voir si l'entreprise vaut plus cher si elle est liquidée versus la capitalisation du flux monétaire dans lequel j'arrive à la prochaine slide. L'autre approche, c'est au niveau de la rentabilité. Je fais référence beaucoup à de cash flow ou flux monétaire là, en français. C'est de savoir l'entreprise génère quoi comme flux monétaire. Si on a des entreprises qui sont stables avec le temps, prenons l'exemple, une épicerie, souvent le revenu va être beaucoup stable, la rentabilité également, donc on va avoir une tendance à capitaliser ce cash flow-là. Donc, on regarde les 5 ans passés, on normalise qu'est-ce qui n'est pas récurrent ou s'il y a eu des éléments extraordinaires et on va capitaliser ce cash flow-là qui va donner la valeur de l'entreprise. À l'inverse, lorsqu'on parle d'un projet, d'une start-up ou une entreprise dans laquelle va connaître une forte croissance pendant les 3-4 premières années et atteindre une stabilité par la suite, on va actualiser les flux monétaires. Donc, on va se projeter dans le temps avec des prévisions financières, valider les investissements requis pour atteindre les fameux chiffres d'affaires présentés, le BAIA présenté, etc. Et on va le ramener en valeur d'aujourd'hui ou la valeur de la date d'évaluation. Ça, c'est la méthode d'actualisation du flux monétaire. Je vous dirais que 95 % de mes dossiers sont faits avec la rentabilité au niveau de capitalisation du flux monétaire. D'emblée, c'est la méthode principale. C'est un peu l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure. Par contre, comme je vous dis, en tant qu'évaluateur, il faut se rechallenger aussi. Donc, je vais toujours regarder l'actif tangible qui est avec ou en plus aussi une deuxième vérification avec des fameuses règles empiriques. Maintenant, comment on établit un taux de capitalisation? Premièrement, c'est quoi un taux de capitalisation? C'est le fameux multiple qu'on va donner au cash flow pour trouver la valeur de l'entreprise. Donc, le fameux multiple qu'on voit peu importe dans les discussions, là, des fois on parle de 4, de 5, de 10, peu importe, ça dépend de votre industrie, ça dépend de la date de votre évaluation. Il faut se rappeler une chose, une évaluation, c'est une photo à une date fixe, un peu comme votre bilan financier. Donc, l'évaluation de votre entreprise, là, elle bouge à tous les jours. Pour trouver un taux de capitalisation, il y a une réflexion qui doit être derrière ça. C'est ce que je vous présente à l'instant. Prenons l'exemple d'un hôtel. Vous allez voir, un investisseur va cumuler plusieurs risques à investir dans un investissement en tant que tel. Souvent, j'aime faire le parallèle avec si je gagnais 1 million, par exemple, puis que je voulais l'investir. Donc, je vais vous présenter un peu mon image de la personne qui gagne à la loto et qui veut investir ce fameux million. La première étape, si je gagne plusieurs millions et je veux rester assis sur mon divan. Donc, je ne fais aucun investissement, mais je ne veux pas perdre au change non plus parce que vous savez très bien, il y a de l'inflation. Je vais acheter des obligations canadiennes à long terme et je vais faire du 2,5 %. C'est la première prime de risque qu'on voit à l'écran, qui est le taux sans risque. Maintenant, je reprends mes mêmes millions, mais je veux investir dans des actions. Je pourrais investir dans un lot à bois, dans un condo, peu importe. Mais lorsque j'investis dans des actions, j'ai une prime de risque supplémentaire de 5,5 %. Cette prime-là s'ajoute
au 2,5. Par la suite, j'achète des actions. Je pourrais acheter des actions de Couche-Tard, par exemple, ou peu importe, la compagnie n'a pas d'importance, mais je décide d'investir dans des actions dans une industrie spécialisée. Donc, je spécialise mon placement. J'ai une prime de risque de plus à faire face. Dans le cas de l'hôtellerie, en date du 14 février dernier, on était à 4,62 qu'il fallait ajouter comme prime de risque. Tout à l'heure, je faisais référence à Couche-Tard, c'est une société boursière. Donc, demain matin, si je veux liquider, j'appelle mon courtier, on liquide sur le marché et j'ai mon argent. Dans votre situation, dans la situation de ben du monde, de mes clients aussi qui ont des PME, ce n'est pas la même réalité. Le placement en soi n'est pas liquide. Vous le savez très bien, pour vendre votre entreprise, ça prend du temps, ça prend de la négociation, ça prend tous les experts que Nathalie vous a présentés tout à l'heure, ça vous prend le CETEC pour faire accompagner. Toute cette relation de temps supplémentaire ou d'illiquidité de votre placement est représentée par le risque de taille. Donc, en étant une petite entreprise, on ajoute une prime supplémentaire de 5,41. Finalement, il y a une prime dans laquelle l'évaluateur va avoir plus son mot à dire. Parce que je fais une parenthèse, les dernières primes que vous voyez, c'est des spécialistes qui nous les donnent, ces primes-là. C'est comme des statistiques. Donc, on parle de Kroll, qui est des spécialistes au niveau du risque, qui étudient toutes les entreprises au niveau mondial. La prime de risque spécifique appartient beaucoup plus à l'évaluateur en soi, dans lequel c'est là qu'il va se donner une fourchette haute et basse. Cette prime de risque-là va être est le résultant d'une rencontre avec vous. Quand l'évaluateur va vous rencontrer pour évaluer votre entreprise, oui, on regarde les chiffres, on aime beaucoup ça, là, mais sur une rencontre de 2 heures pour vous faire un estimé, il y a 50 de la discussion qui va avoir référence à du qualitatif. Quelles sont vos forces? Quel est votre positionnement par rapport à votre concurrence? Au niveau des RH, comment ça se passe? Pénurie de main-d'œuvre, le taux de roulement? Avez-vous des employés clés? Avez-vous un rôle de type one-man show, one-woman show? Bien, ça, c'est là que l'évaluateur va venir jauger son risque en établissant un tableau de force, faiblesse et opportunités, menaces que vous avez peut-être déjà entendu dans d'autres termes. Le spécialiste en évaluation va venir se faire la fourchette qu'on va ajouter à la prime. Donc, vous voyez qu'à la fin de la journée, en cumulant toutes les primes, quelqu'un qui voudrait investir dans l'hôtellerie, en date du 14 février 2022, exigerait un rendement minimal sur ses actions de 23 à 21 environ. Donc, ça serait la fourchette qu'on pourrait donner pour le coût du capital. Donc, investir en actions, l'investisseur devrait avoir ce rendement-là. J'ai fait un deuxième calcul pour vous montrer le restaurant, quand même dans les mêmes eaux, là, 22,31 %, toujours en date du 14 février. Sachez que ça bouge à tous les jours. Il ne faut pas prendre ça pour du cash et dire c'est toujours ça dans la vraie vie, puis dans 5 ans, ça va être ça également, là. Donc, ça, c'est l'importance de faire appel à un évaluateur parce que vous comprendrez que c'est crucial, cette analyse-là, pour la valeur de l'entreprise. On va le voir tout à l'heure dans la prochaine slide, je crois. Quel est l'impact de ce fameux rendement-là exigé de 22-23 %? Là, ici, je vous ai fait une démonstration du fameux CMPC que je vous parlais, un coût moyen pondéré en capital. C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, là? C'est comment, une entreprise a des actifs, puis ces actifs sont financés. Soit c'est votre argent, qui est votre capital, ou c'est de l'argent de la banque, la dette. Faisons une image simple, il y a juste ces deux sortes de financement-là. Quel est l'équilibre au niveau optimal pour votre entreprise? Bien, ça aussi, l'évaluateur va s'appuyer sur certains comparables, des études, des recherches pour déterminer les chiffres que vous voyez en bleu, 60-40, c'est-tu 80-20, c'est-tu 75-25 %. Donc, la pondération de capital versus dette pour votre entreprise. Ici, là, je vais juste une mise en garde. Le 60-40, c'est juste à des fins illustratives. Ce n'est pas la vraie vie pour l'hôtel ou le restaurant. C'est simplement pour vous illustrer le concept du CMPC. Donc, le CMPC ici, on a dit que 40 % de la structure de dette serait
de l'équité, donc votre argent à vous, vos BNR que vous avez dans vos états financiers, plus votre apport en capital et une structure de dette, donc vraiment de l'argent financé à un coût de 5 moins l'impôt parce qu'on peut la déduire. Donc, on aurait un coût de 3,7. Le but, c'est de savoir combien coûte ma dette, mon financement d'entreprise. Donc, j'ai 60 à 3,7 et 40 au fameux 23 qu'on parlait tout à l'heure, qui est mon rendement exigé par l'investisseur. Si je cumule une fois le calcul établi, on arrive à un 11,4 Il y a un facteur dans lequel on ne peut pas lier, on n'a aucun contrôle, c'est l'inflation. Donc, pour trouver un taux de capitalisation qui est à une valeur à perpétuelle, on enlève le 2 qui est le taux cible visé par la Banque du Canada. On s'entend que ce n'est pas lui ces temps-ci, qui est plus que le double, mais c'est vraiment de façon perpétuelle. Donc, on met ça à long terme et on arrive à le fameux 9,4 9,4 c'est un taux de capitalisation. Si on veut avoir le multiple, c'est juste une relation mathématique, c'est 1 divisé par le 9,4 qui nous donne le 10,6. Donc, je rappelle la mise en garde, le 10,6 ici, c'est simplement une image pour vous présenter pour des fins d'illustration. Ce n'est pas le bon multiple à utiliser pour l'hôtellerie. Je vous mets en garde tout de suite. Vous allez voir que je vais reprendre le 10,6 dans cette explication-là, mais ici, c'était correct, Audrey. Ici, je voulais juste vous présenter des questions qui arrivent souvent. C'est quoi la valeur entre une entreprise et des valeurs des actions? Il y a une différence fondamentale là-dedans. Vous voyez que j'ai fait une sorte d'entonnoir un petit peu, là. La valeur d'entreprise en soi, c'est tous vos actifs. C'est votre achalandage aussi. Et ce qu'on appelle le fameux fonds de roulement hors caisse. Donc, le fonds de roulement hors caisse, c'est quoi? C'est vos comptes clients, vos stocks, vos frais payés d'avance, moins vos fournisseurs, moins l'impôt à payer, moins les salaires à payer. Donc, ça pourrait être tout l'ensemble de ce que je viens de dire serait dans l'étape bleue. Par la suite, vous avez un encaisse qui est de l'argent et une dette. Donc, si j'enlève la dette qui est liée à tous mes actifs que je vous ai parlé tout à l'heure en bleu, on arrive à une résultante qui est la valeur des actions. C'est la même chose avec votre maison. Vous avez une maison de 200 000. À vos 200 000, vous avez une hypothèque de 100 000. Bien, la valeur d'entreprise, c'est la valeur de votre maison qui est 200 000. Puis la valeur des actions, c'est votre équité qui reste sur votre maison qui est 100 000. C'est le même principe. Ici, je vous présente un exemple de capitalisation de flux monétaire. Donc, pour trouver une valeur d'entreprise, bon, vous allez voir le pont. Ce que j'appelle le pont, c'est ce qui est entre la valeur d'entreprise et la valeur des actions. Donc, on part de notre BAIA représentatif. On va dire qu'il est tout normalisé, qu'on a bien travaillé avant. On va enlever l'impôt parce que je vous rappelle qu'on est en avant intérêt et impôt. Le fameux CAPEX. Donc, quel est le budget à se prévoir pour réinvestir dans mes immobilisations pour maintenir ma cadence? On ne parle pas de croissance ici là, ou d'agrandissement. Vraiment, qu'est-ce que je remets dans mon équipement pour changer mon four aux 5 ans, par exemple, ma hotte de poêle, c'est un peu ce que Nathalie disait tout à l'heure. Quel est mon budget récurrent? On va dire que pour les fins d'exemple, le besoin de fonds de roulement est non significatif. Donc, j'arrive à un flux monétaire de 131 000 par année. C'est là que le multiple rentre en jeu, puis vous allez voir toute son importance. Vous vous souvenez du fameux 10,6? Donc, je prends le 131 fois le 10,6, j'arrive à une valeur de 1,3 million. C'est la valeur d'entreprise. J'épargne le petit 45, c'est la valeur des économies d'impôt. Je ne rentre pas dans les détails. Dans le fond, vous avez des actifs là, au niveau de l'impôt qu'on peut amortir. Ça a une valeur en date d'évaluation. On le ramène en valeur d'aujourd'hui, si vous voulez. Pour les fins d'exemple, j'ai mis un petit 45, là, mais tout ça cumulé, on arrive à le 1,437 qui est le 1 435 000. Ça, c'est la valeur d'entreprise, c'est le bleu que vous avez en haut. Prenons par exemple qu'il y avait 100 000 dans l'encaisse puis 850 000 de dette. Donc, j'ajoute ma valeur d'encaisse, moins ma dette, et c'est là que j'arrive à ma juste valeur des actions, 687. Donc, c'est comme ça qu'on fait
ben, c'est un exemple avec la capitalisation du flux monétaire, mais qu'on trouve la valeur, si vous voulez. Et généralement, l'expert va toujours vous mettre 2 fourchettes. Fourchette haute, fourchette basse. Souvent, sa conclusion va être la moyenne des deux aussi. Ici, je l'ai juste fait pour fin d'exemple, pour ne pas alourdir la slide. Maintenant, quelques idées préconçues dans le marché. Une qu'on entend souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, je vends mes actions 5 fois le BAYA. Ça fait quoi ça le BAYA si on fait 5 fois le BAYA avec l'exemple qu'on avait tout à l'heure? Notre BAYA était à 2,35 fois 5, on arrive à 1 175 000. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai mis ici, c'était stage un petit peu. La valeur d'entreprise est à 1,4 et la JVM des actions est à 685 000. Si quelqu'un vient dire on vend 5 fois le BAYA, la valeur des actions, on vient surévaluer notre entreprise. En soi, pour faire 5 fois le BAYA ici, on arrive à une valeur d'1,1 million des actions alors qu'il valait 6,87. Quand vous entendez dans le marché, cette entreprise-là s'est vendue 4 ou 5 fois le BAYA, c'est la valeur d'entreprise, ou c'est le petit VE que vous voyez, et non la JVM des actions. Ça, c'est très important parce que le risque, le danger là-dedans, c'est que vous allez surévaluer votre entreprise puis vous allez brûler le marché. Il n'y aura pas un acheteur ou il n'y aura pas un conseiller qui va dire que le prix a de l'allure. Fait que ça, c'est très important d'être conséquent que quand on fait référence à des règles empiriques, c'est la valeur de l'entreprise et non la valeur des actions. Donc, n'oubliez pas d'enlever vos dettes, puis ajoutez votre encaisse pour arriver à la juste valeur marchande des actions. Vous voyez en bas, il y a un 6,1 puis un 8,2. C'est le fameux ratio que je vous parle depuis tantôt, les 5 fois ou 6 fois. Là. Lui, c'est 6 fois le BAYA. Remarquez que c'est une résultante d'une évaluation et non un début d'évaluation. Donc, on a tout fait le travail en amont et par la suite, on est capable de sortir un matrix comme ça qui vient dire que, OK, ça vaut à peu près 6,1 fois le BAYA. Donc, jamais utiliser ça en début. Ça peut être juste un guide de référence, là, mais il y a 2 bémols là-dedans. 1, c'est une résultante. 2, ce fameux calcul, CVE, c'est valeur d'entreprise et non JVM des actions. Ça, c'est important à retenir. Un autre concept ou idée préconçue qu'on peut entendre dans le marché, mon entreprise est super rentable, je fais tout, puis je ne coûte pas cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous fais une illustration pour vous indiquer comment c'est important de prendre en considération la juste valeur marchande de votre travail dans votre entreprise. C'est la question qui tue dans toute évaluation d'entreprise de PME. C'est la question la plus difficile à répondre aussi par un entrepreneur qui ne s'est jamais posé la question. Hein? Vous faites ça avec votre cœur depuis le début, vous êtes des passionnés, vous mettez tout votre corps et âme là-dedans, mais finalement, le 65 heures semaine que vous mettez, est-ce que vous êtes payé 65 heures semaine? À l'inverse, vous mettez juste 2 heures semaine, mais la business est capable de rouler tout seul par vos employés ou par toutes les sauvegardes mises en place avec le temps. Prenons l'exemple ici de 2 entreprises, là, puis je ne veux pas rentrer dans des détails sachant dans quelle industrie, mais c'est simplement à titre illustratif. Les 2 entreprises font 235 000 de BAYA, un peu comme tantôt. Par contre, il y a une des entreprises, la A, l'actionnaire se versait 125 000 de rémunération annuellement. À l'inverse, au B, l'autre actionnaire se versait 75 000. Donc, implicitement, je fais 235 000 $ de rentabilité en incluant mon 125 000 que je me suis payé comme actionnaire, et l'autre fait 235 000 de rentabilité, soit la même, mais sachant que l'actionnaire s'est payé 75 000. Une des grosses normalisations, puis je fais une parenthèse ici, normalisation, c'est une partie du travail de l'évaluateur. Il va prendre la rentabilité du BAYA et on va analyser qu'est-ce qui est récurrent ou qu'est-ce qui n'est pas normal. Y a-t-il arrivé un dégât d'eau, par exemple, dans une année X? Bien, on va redresser cette rentabilité-là.
Et une des normalisations, comme j'expliquais tout à l'heure, la plus importante dans la PME, c'est au niveau de la rémunération de l'actionnaire dirigeant ou membre de sa famille. Pourquoi qu'on fait ça? C'est qu'on voit de tout. On voit, puis je prends toujours l'expérience de mon beau-père, qui lui, il a sa compagnie depuis qu'il a 16 ans. Il sort juste 20 000 pour s'acheter des Big Bills puis manger, puis il est bien heureux avec ça. Fait qu'il a toujours investi dans son entreprise. On voit aussi, à l'inverse, des gens qui vont aller têter un petit café 2 heures au bureau par semaine, puis ils vont passer 6 mois dans le sud, puis ils vont se verser des 100, 200, 300 000 par année. T'sais, on voit de tout. Le but, c'est de rééquilibrer en fonction de l'apport que vous apportez. Donc, le nombre d'heures, la tâche aussi en soi. Quel est le type de tâche qui est effectuée, la récurrence sur les années, tout ça va être analysé avec l'expert en évaluation pour sortir la juste valeur marchande de votre travail. Regardez l'impact ici dans les deux cas. Le salaire normal qu'un acheteur aurait payé pour l'entrepreneur, l'actionnaire, pardon, aurait été de 100 000, faire un chiffron. Lorsqu'on normalise un BAYA, vous voyez qu'il y a un clash ici. La première, là, elle faisait en sorte plus de rentabilité que la deuxième parce qu'on arrive avec un BAYA qui est normalisé à 260 000 par année, alors que la deuxième est plus à 210 par année. Parce qu'il ne se payait pas assez et ici, il se payait trop. Donc, on enlève l'impôt, on enlève les CAPEX. La même recette que tout à l'heure pour arriver à notre flux monétaire. Donc, l'investisseur ici va s'attendre à avoir 153 000 et l'autre 109 000. Je vous rappelle pour des fins illustratives, on est dans la même industrie, même type, là, pour garder le même multiple. On prend le 10,6, on est à 1,6 million versus 1,1 million. Voyez-vous la différence sur une valeur d'entreprise que ça peut faire, juste la rémunération, à savoir si vous en payez assez ou vous en payez trop, ou vous pensez que votre entreprise fait beaucoup d'argent, mais c'est parce que vous ne payez pas. Moi, j'ai travaillé dans un restaurant il y a une quinzaine d'années. Elle sortait du 10 la madame, puis elle calculait tout. Mais elle passait sa vie dans son restaurant. Elle ne se prenait presque pas de salaire. Donc, dans la réalité des faits, ce n'est pas un 10 de rendement qui est fait dans ce moment-là. Donc, c'est un peu ici la réflexion que je vous lance avec l'image. C'est très important parce que oui, on peut vendre. Vous avez vu 2 entreprises qui sont pareilles, 235 000, mais simplement par la rémunération qui a été faite, vous n'avez plus le même portrait à la fin de la journée pour la valeur d'entreprise. Prenons les mêmes dettes en caisse, vous voyez, là, on a 466 000 d'écart pour une valeur d'entreprise et de juste valeur marchande des actions. Ça, c'est un point qui est majeur au niveau des PME. Bon, une autre qu'on peut entendre parfois, c'est « mon entreprise vaut bien plus que ça, j'ai des ventes qui sont non déclarées ». Ça, malheureusement, puis il n'y a pas un conseiller qui va vous dire de continuer de faire ça. Ce qui n'est pas écrit n'est pas écrit, donc ça ne vaut rien. Ça s'arrête là. Il y a pas on ne peut pas présumer des ventes fictives dans un rapport d'évaluation. Il n'y a pas un professionnel qui va adhérer à ça. Ma business vaut c'est 1,5 million. Pourquoi? Parce que c'est ce que je veux. Souvent, on entend ça aussi. Je vous parlais un peu en introduction d'émotion, de tout le cœur que vous avez mis dans votre entreprise. Souvent, c'est l'idéal de votre retraite, ce fameux montant, ce fameux million magique, le 1,5 million magique. C'est aucunement rationnel. D'où là l'importance de se faire accompagner puis par plusieurs personnes pour vraiment évaluer l'entreprise puis aussi cheminer là-dedans. C'est ce que Nathalie présentait, le fameux transfert. C'est pas simplement faire une évaluation d'entreprise pour avoir un prix, c'est tout le psychologique aussi de la transaction, les émotions, le transfert de volant qui va conduire la prochaine entreprise. Donc, tout ça est très important de réfléchir et ne pas arriver non plus au CETEC ou avec un professionnel. Moi, c'est 1 million que je veux. Donc ça, c'est impossible, c'est impensable. J'ajouterais même que ça brûlerait le marché parce que ça ne vaut peut-être pas ça, le 1,5. Peut-être ça vaut moins, mais à l'inverse aussi,
ça peut arriver que le 1,5 que vous avez en tête, c'est un peu l'idée que vous êtes faite par vos états financiers, mais que dans la vraie vie, ça en vaut peut-être 2. Est-ce que vous laissez de l'argent sur la table à ce moment-là? Donc, d'où là l'importance de se faire accompagner, je vais être honnête avec ça, et de faire des rapports d'évaluation. L'autre, je l'ai abordé un petit peu, je ne vendrai pas cher, je vends à ma fille ou à mon garçon. N'oubliez pas, dès qu'il y a une transaction avec vos enfants, le fisc le sait. Le fisc va se faire un plaisir de vérifier. Juste pour vous expliquer un peu la conséquence que ça peut avoir, prenons l'exemple que votre entreprise les actions valent 1 million, puis vous voulez les laisser à votre fille à 600 000 pour y laisser un certain héritage tout de suite. Faites attention à ça parce que vous allez être doublement imposé. Ce que je veux dire par là, c'est que le fisc, même si vous, dans votre tête, vous l'avez vendu 600 000, aux yeux du fisc, vous l'avez vendu 1 million. Donc, le gain en capital sur lequel vous allez vous imposer, ça va être sur le 1 million. Moins le coût, là, je vous épargne le détail, mais c'est juste pour une question d'image ici. À l'inverse, votre enfant qui va savoir porter acquéreur à 600 000, lui, aux yeux du fisc, ça ne sera pas 1 million de valeur de son coût, ça va être le 600 000. Fait que le jour que votre fils ou votre fille va revendre, le coût de votre enfant va être 600 000 alors que ça valait 1 million. Et là, la double imposition. Donc, votre enfant va se faire imposer sur un gain en capital beaucoup plus élevé que ce qui aurait été normalement si ça avait été transigé à la juste valeur marchande. Un autre point, mon entreprise vaut cher parce que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de façon importante la dernière année. Ça aussi, on peut voir ça. On se fait une année coup de circuit, on se dit, bon, c'est là que je vends. Parce que mon entreprise est belle, j'ai fait un chiffre d'affaires que je n'ai jamais réalisé, une rentabilité aussi que je n'ai jamais réalisée. Sachez que l'évaluateur va venir un peu tempérer votre optimisme. On regarde toujours le passé, on anticipe le futur. Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est vraiment un changement de politique majeur? Est-ce que c'est un contexte aussi économique qui fait en sorte que vous avez eu le vent dans les voiles pendant 1-2 ans? Tout ça va être étudié avec votre évaluateur lors de la première rencontre. Si un évaluateur ou un comptable ou peu importe le professionnel vous dit que votre entreprise vaut 4-5 fois le BAYA et il ne prend pas la peine de vous poser des questions comme ça au niveau qualitatif, méfiez-vous. Faites-en référence là, à Nathalie, Audrey. Demandez-leur de l'aide d'avoir un vrai expert à ce moment-là, parce que souvent, ça va être des gens qui vont faire un petit calcul sur un coin de table et trop souvent, on en voit encore aujourd'hui en 2022. En conclusion, quelques pistes de réflexion là, au niveau un petit peu plus spécifique à votre industrie ici au niveau du tourisme. Donc, l'impact de la COVID-19, fermeture temporaire, ce que Nathalie disait tout à l'heure, 20 de restaurants, ça fait mal. Les 2 dernières années, je vous lève mon chapeau, ça a été très, très, très difficile pour plusieurs, même s'il y avait des subventions. Puis ça arrive au deuxième point, la perte de votre main-d'œuvre, la main-d'œuvre qui se relocalise, qui se réoriente, pardon, ou perdre le bassin de main-d'œuvre que vous aviez mis tant d'efforts à construire. Sachez qu'en évaluation d'entreprise, des contextes comme le COVID, on n'est pas encore capable aujourd'hui de tout quantifier dans une entreprise, quels sont les impacts. Par contre, sachez que si vous faites une évaluation dans les prochains jours, prochaines années, n'ayez pas peur de vos années COVID. L'évaluateur a assez de jugement pour en prendre en considération ou pas, ou réajuster le BAYA en conséquence. On sait très bien que la COVID, et on espère que ça sera temporaire et qu'on va voir la lumière au bout du tunnel un jour. Donc, n'ayez pas peur là, de faire des évaluations en disant bon, je viens de connaître mes 2 pires années. Ben, l'évaluateur a assez de jugement là, pour en jaser avec vous. Là. On regarde, ce n'est pas juste dans votre situation là, au niveau de votre industrie touristique et au niveau alimentaire, mais le rôle clé des actionnaires dirigeants ou de certains employés clés. Souvent, il y a des PME qui retiennent que tout l'achalandage vient de la personne. Prenons une auberge chez Monique.
Les gens vont chez Monique, ils ne vont pas à l'auberge chez Monique, ils vont voir Monique. Bien, ça, faites attention, ça ne crée pas tant de valeur pour un acheteur. Mettez-vous à la place d'un acheteur qui va reprendre l'auberge chez Monique, puis Monique n'est plus là, il y a toute une clientèle à rebâtir. Donc, l'achalandage n'est pas nécessairement lié à l'entreprise, mais des fois, elle est beaucoup liée à l'individu et ça ne se transfère pas de façon commerciale. Ça n'a aucune valeur pour un acheteur. À l'inverse, vous avez des employés sur lesquels vous comptez depuis plusieurs années, c'est eux qui apportent un certain goodwill, un certain achalandage. Bien, pensez peut-être à les attacher, ces employés-là. Surtout dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, voulez-vous ouvrir l'actionnariat pour eux, leur donner 10-15 %? Voulez-vous leur donner des primes de rendement? Voulez-vous, peu importe, je vous lance c'est seulement une petite réflexion, mais essayez de les retenir, ces employés-là. Puis est-ce qu'ils peuvent être transférés à un nouvel acheteur, ces employés-là? Parce que c'est une mine d'or, ça, pour l'acheteur, à condition qu'il reste dans l'entreprise. S'il part parce qu'ils vous suivent depuis plusieurs années, bien, ça n'a aucune valeur à ce moment-là. Et le risque de l'entreprise est beaucoup plus élevé parce que sa rentabilité et son chiffre d'affaires va dépendre de ces gens-là. Je fais référence aussi à hausse du prix des aliments qui peut vous toucher très grandement, qui nous touche toutes en fait, mais au niveau dans votre industrie un peu plus. Sachez refiler la facture le plus vite possible aux clients pour garder vos marges de rentabilité, ne pas absorber ce coût-là et garder les prix bas. Ça affecte la rentabilité. Si on dit on affecte la rentabilité, mais baisse de valeur au niveau de l'entreprise. Saisonnalité des ventes, on connaît ça beaucoup dans le tourisme. L'été, souvent une période propice. Des fois l'hiver au niveau des congés des fêtes ou la relâche au niveau du printemps. Mettez-vous dans la place d'un investisseur. Là, si votre entreprise connaît des saisonnalités beaucoup en dents de scie, est-ce qu'il y a moyen d'ajouter certains services ou offres de produits qui pourraient faire en sorte que ça roule un peu plus à l'année? Donc, plus intéressant pour un acheteur, ça aussi, plus de valeur. Et pas nécessairement ajouter des services pour rester ouvert et faire plus de frais, mais vraiment réfléchir à est-ce que je peux avoir une plus-value avec des services à valeur ajoutée pour augmenter la valeur de mon entreprise. J'en ai parlé tout à l'heure, je pense assez en détail au niveau de la rémunération des actionnaires dirigeants. Posez-vous la question, est-ce que oui, j'ai une belle rentabilité, mais c'est-tu parce que je ne me paye pas que j'ai une belle rentabilité? Ça, j'aimerais ça que vous ayez ça en tête là, suite à ce webinaire-là. Pensez aussi à faire évaluer vos biens immobiliers. Lorsque vous vendez, puis c'est sûr et certain que Nathalie et Audrey vont vous le conseiller, votre auberge ou votre motel ou votre restaurant dont lequel vous êtes propriétaire, donc l'immeuble tangible, se doit d'être évalué. Qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne plus de valeur à votre entreprise. Et là, je vais changer de chapeau parce que je fais du financement aussi chez MNP et de l'accompagnement transactionnel. Lorsque vous avez un repreneur avec vous et que vous pouvez lui fournir ce fameux rapport-là d'évaluation, bien, c'est beaucoup plus facile à financer la transaction. Le banquier va pouvoir prendre en garantie cet immeuble, amortir une dette qui est souvent grosse lorsqu'on a un ordre de transfert d'entreprise. On va pouvoir l'amortir sur le temps, donner plus de flexibilité justement à l'acheteur pour pas qu'il soit trop étouffé par les paiements de capital et intérêts. Finalement, se faire accompagner, je pense que je l'ai répété à plusieurs reprises lors de la présentation, je le répète encore, se faire accompagner par des gens de confiance. Entourez-vous de gens de confiance, puis pas n'importe quel charlatan ou courtier qui veut vendre vos entreprises. Assurez-vous que ce soit des experts, puis prenez-en plusieurs aussi. Faites-vous une équipe, un genre moi, j'ai une image là, de SWAT de police là, qui travaille en team. C'est un peu la même sorte ou même défi que je vous donne. Faites-vous votre SWAT au niveau du transfert d'entreprise. Donc, incluez le CETEC, incluez des évaluateurs, votre comptable, votre fiscaliste, tout ce beau monde-là, les avocats, parce qu'un jour ou l'autre, ils n'auront pas le choix de travailler tout ensemble dans la transaction. Même si vous voulez éviter des honoraires ou peu importe, sachez que c'est un gros morceau, bien entendu, là, mais il faut se faire accompagner. Il y a tellement d'histoires d'horreur dans des transferts qui peuvent arriver lorsqu'on n'est pas accompagné, lorsqu'on est trop vite,
lorsqu'on prend des modèles sur Internet, faites attention à ça. Ça, j'en ai vécu une l'année passée. Ils ont été chanceux malgré tout, mais ça aurait pu être très, très pire. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais repasser la parole à ma collègue Audrey ici. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation très enrichissante. C'est plaisir. Nous allons maintenant passer à la présentation du Centre de transfert d'entreprises du Québec. Donc, on a ici présent dans nos participants certains clients qui sont avec nous, mais on a aussi toutes les associations touristiques régionales et tous les organismes qui peuvent toucher au niveau entrepreneurial. Donc, le but, c'est de pouvoir vous rappeler un petit peu l'objectif et la mission du Centre de transfert d'entreprises du Québec. Donc, nous sommes un OBNL mandaté par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, mais également pour notre part par le ministère du Tourisme. Et nous avons une équipe qui est répartie partout au Québec. Donc, nous avons des conseillers dans chaque région. Et concernant le tourisme, nous avons en particulier Nathalie Boudreau, qui est la conseillère en transfert d'entreprise spécifiquement pour ce secteur-là. Notre mission est donc d'assurer la pérennité des entreprises touristiques en particulier et partout au Québec. Donc, nous avons différents mandats. Nous avons un premier mandat au niveau de l'information et de la sensibilisation. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, pouvoir vous informer et vous sensibiliser au processus de transfert, mais aussi justement à l'évaluation d'entreprise, qui est une des questions très récurrentes de la part des cédants. Nous avons aussi un mandat de formation et d'événements. Nous offrons différentes formations et différents événements tout au long de l'année, que ce soit pour les cédants, mais aussi les repreneurs. Je vous invite à aller voir la page sur notre site web si vous voulez en savoir plus. Nous avons également un mandat d'accompagnement et de référencement. Et c'est là où le rôle du conseiller est important, car c'est lui qui va accompagner et référer la clientèle auprès d'experts dont Nathalie a parlé un petit peu plus tôt. Et notamment Olivier, par exemple, qui est un de nos experts actuellement. Nous avons aussi un mandat de maillage. Donc, en effet, nous avons une plateforme qui s'appelle l'Index, sur laquelle nous affichons et nous facilitons les rencontres entre cédants et repreneurs. Nous avons d'ailleurs ici une présentation un petit peu de la page de l'Index, sur laquelle nous retrouvons des occasions d'affaires, donc les profils des cédants. Nous avons aussi des profils de repreneurs, mais également des profils d'experts. À savoir que les repreneurs et les cédants peuvent les uns et les autres aller voir leur profil, aller les rechercher. Lorsqu'on parle justement de repreneur idéal pour les cédants peuvent aller chercher les profils de repreneur idéal. Et c'est pareil pour les repreneurs qui peuvent aller chercher le type d'entreprise idéale qu'ils recherchent. On trouve les profils d'experts, donc vous retrouvez notamment Olivier Côté qui est affiché sur notre index si jamais vous souhaitez justement trouver des experts pour vous aider comme votre équipe de SWAT, comme l'a mentionné un petit peu plus tôt Olivier. Au niveau de nos informations, donc nous avons le blog du CETEC sur lequel nous affichons du contenu chaque semaine. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur le transfert, sur tout ce qui est financement, le parcours du transfert, etc., on a en fait des articles qui sont publiés chaque semaine. Et notamment, vous pouvez retrouver un des articles qu'on avait fait il y a quelques mois avec Olivier, qui parle justement de l'évaluation d'entreprise. Et dans quelques semaines, vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire qui sera aussi diffusé sur notre blog, ainsi que les réponses aux questions si nous n'avons pas pu y répondre pendant le webinaire. On retrouve aussi le bulletin mensuel, donc notre infolettre à laquelle vous pouvez adhérer si vous le souhaitez et qui vous permet d'avoir tout un type d'informations, d'en savoir un petit peu plus sur tout ce qui se passe au niveau du reprenariat, des événements qu'on offre et des formations. Mais aussi, on retrouve l'infolettre Occasion d'affaires qui est très, très appréciée par nos repreneurs. On a lancé celle-ci depuis à peu près 6 mois et les repreneurs l'attendent à chaque mois pour pouvoir connaître toutes les occasions d'affaires qui sont affichées et pouvoir en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe au niveau des occasions qui rentrent au CETEC. Pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir de l'accompagnement, du référencement auprès d'experts, mais aussi l'accès à l'index, on a 2 programmes. On a le programme CETEC classique à 120$ plus taxes, qui permet donc d'avoir tous ces services-là. Donc, vous avez la conseillère Nathalie Boudreau qui, justement, va pouvoir vous accompagner pendant une année au complet tout au long du processus. Elle va pouvoir aussi vous référencer auprès d'experts. Donc, dès que vous avez besoin de vous entourer, etc., on vous envoie le contact d'experts à ce moment-là. Et vous avez bien sûr
l'accès à l'index sur lequel vous pouvez afficher votre occasion d'affaires et en même temps aller chercher des repreneurs. En plus de ces 3 services-là, on offre le programme CTEC+, qui lui est à 230 $ plus taxes pour une année au complet aussi, et qui va avoir, en plus de ces services, la révision de votre occasion d'affaires. Donc, on va vous aider à la rendre un peu plus vendeuse. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir vous démarquer de toutes les occasions d'affaires qui sont déjà inscrites, de pouvoir mettre en avant justement vos points forts et les avantages de votre entreprise. On a aussi un accès à une boîte à outils, autant pour les cédants que pour les repreneurs. Je vais revenir par la suite sur les différents outils. Et on a la réalisation d'un plan d'action. Donc, le plan d'action est vraiment fait sur mesure par la conseillère qui va pouvoir vous aider en fait à avoir une vraie stratégie avec un document sur lequel vous basez pour avancer étape par étape dans votre processus. On y inscrit aussi tous les experts auxquels vous allez devoir faire affaire pour avancer dans votre projet. Et aussi, on essaie de fixer des échéances pour que vous puissiez vraiment avancer comme un projet, en fait, étape par étape. Vous avez la possibilité d'avoir des rabais aussi qui sont sur nos événements et nos formations, puis notamment sur notre livre Génération Repreneur pour le cadre du programme CTEC+. Pour en venir à la boîte à outils du CTEC+, donc vous voyez ici, on a une description de ces outils-là qui vont vraiment vous aider à vous préparer à la vente de votre entreprise, définir le profil du repreneur idéal, pouvoir valoriser votre entreprise, pouvoir regrouper justement toutes les informations qui sont importantes à mettre en avant pour valoriser la valeur de votre entreprise, se préparer à la première rencontre, savoir ce que vous pouvez poser ou pas comme question au repreneur, mais aussi comment le repreneur va pouvoir réagir avec vous. Sachez qu'on a des outils qui sont semblables aussi pour les repreneurs pour justement les préparer aux différentes étapes du processus de transfert. Et enfin, un outil qui est très important, celui de la vérification diligente qui va vous permettre vraiment de regrouper l'ensemble des documents nécessaires pour avoir une belle vérification diligente et être certain que vous puissiez avoir entre vos mains tous les éléments pour pouvoir faire une belle négociation par la suite. Donc, la présentation est terminée. Nous allons passer bientôt à la période des questions, mais sachez que si jamais vous voulez rentrer en contact avec Olivier pour pouvoir avoir plus d'informations ou avec Nathalie et moi-même, si vous avez des questions sur le transfert d'entreprise, nous vous glissons les liens ici, Calendly. Vous aurez accès directement à nos agendas pour Nathalie et moi-même. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a aussi Fanny qui vous glisse dans le chat les liens Calendly. Vous pouvez directement cliquer dessus. Et puis, si jamais vous voulez rentrer en contact avec Olivier, vous avez juste à prendre rendez-vous avec nous et puis on pourra à ce moment-là vous mettre en contact. On va passer maintenant à la période de questions. Donc, Fanny va pouvoir nous dire s'il y a eu des questions posées pendant le webinaire. Oui, on a eu quelques questions, donc je vais vous les poser. La première question, à combien peut-on évaluer les honoraires professionnels en évaluation selon son niveau d'implication dans le dossier? Très bonne question. C'est tout du cas par cas. Les honoraires, c'est assez délicat aussi. Ça varie aussi de firme. J'ai peu trop envie de lancer une... Je pourrais lancer n'importe quel chiffre, ça vaudrait ce que ça vaut parce que chaque entreprise est différente, chaque contexte est différent. Juste pour vous présenter un exemple, j'ai une entreprise qui était fort simple à évaluer. Par contre, il a fallu que j'extrais comme s'il y avait 2 divisions à même cette entreprise-là, ce qui ont fait monter les honoraires. Donc, je n'ai pas envie de me prononcer. Par contre, je sais que le CETEC a déjà émis un petit vidéo là-dessus sur certains d'autres professionnels qui ont émis les honoraires. Par contre, sachez que ce n'est quand même pas gratuit. Donc, effectivement, là, il faut s'attendre à quelques milliers de dollars, là, certains. Parfait, merci. On a une autre question. Donc, comment on mesure le salaire juste valeur marchande? Excellente question. C'est la question à 100$, ça, ici, qui c'est souvent la question dans laquelle l'entrepreneur se retrouve sans réponse pour l'instant. Bon, des trucs qu'on peut faire, pensez à votre employé clé que vous avez ou votre employé le plus cher qui est rémunéré dans votre entreprise. Ça serait un point numéro 1. Est-ce que vous gagnez en haut de lui? Première des choses. 2, vous pouvez faire affaire aussi avec des firmes de RH qui vont évaluer un peu le type de travail que vous faites avec votre tâche. Je prends l'exemple, j'ai un dépanneur il y a quelques semaines que j'ai évalué.
la dame en question faisait environ un 35 heures de plancher et la balance, une vingtaine d'heures, disons-le, pour plus le côté administratif, gestion des ressources humaines, faire les horaires. Donc, vous pouvez décortiquer vos tâches également, dire, ben, je fais 35 heures semaine sur le plancher en tant que commis, par exemple, 20 heures au niveau administratif, et comment ça vaut ces postes-là. Si vous aviez engagé quelqu'un d'externe, le but, c'est de ça. Parce que l'acheteur va vous remplacer. Ça ne veut pas dire qu'il va faire le même train de vie que vous. Ça ne veut pas dire qu'il va engager le même temps aussi que vous. Par contre, s'il ne l'engage pas, il doit le remplacer. Donc, c'est le pourquoi qu'on fait cette normalisation-là. Donc, c'est quelques pistes là, que vous pouvez vous faire. Je sais qu'il y a, je crois, Glassdoor ou certains sites web qui présentent certains salaires aussi par tranche de métier. Un cuisinier, par exemple, ces temps-ci, c'est combien de l'heure? Ben, sur le marché, si vous êtes 20 heures à la cuisine, ben, mettez-vous ce salaire-là à peu près. Ça va vous donner une idée pour voir est-ce que votre rentabilité elle est sur- ou sous-évaluée par rapport à votre salaire. Parfait, merci. Une autre personne aimerait avoir votre opinion sur les balances de prix de vente. Oui, je change de chapeau pour le financier maintenant. Parce que sachez que la balance de prix de vente n'a pas d'impact sur l'évaluation en soi, là. La balance de prix de vente, c'est quelque chose qui est très important dans un transfert d'entreprise. D'un point de vue financier, un transfert d'entreprise, c'est une chirurgie à cœur ouvert dans laquelle on va, excusez le terme, là, mais on va mettre trop de dettes. On va l'étirer au maximum. L'élastique, là, il va être étiré au maximum. Puis le repreneur aura très peu de marge de manœuvre pour au moins les 5 premières années à venir. D'emblée, dans les dossiers de transaction qu'on fait chez nous, chez MNP, la balance de prix de vente, dépendamment de quel côté aussi, c'est un objet de négociation. Donc, si je suis du bord vendeur, on va essayer d'en laisser le moins possible. Si je suis du bord acheteur, on va essayer d'en chercher le plus possible. Mais sachez qu'à la fin de la journée, il y en a souvent une. Ça peut arriver, ça c'est déjà vu, qu'il n'aille pas. Ça peut arriver qu'il y en a une plus haute que vous attendez pour faciliter le transfert. Dites-vous aussi, est-ce que vous restez 50 ans dans l'entreprise par la suite? Est-ce que le salaire pourrait être, entre guillemets, être un remboursement? Excusez, avoir votre salaire, mais vous voulez assurer votre solde de prix de vente qui est au BAT. Ça, c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Personnellement, je trouve ça important qu'il y en ait. Comme je disais, c'est une chirurgie à cœur ouvert, donc l'endettement est à son maximum. C'est ce qui peut laisser justement souvent, c'est le petit gap qui va faire en sorte que l'entreprise va passer le cap du 5 ans suite à la transaction. Parce que faire la transaction, c'est beau, mais n'oublions pas qu'elle doit poursuivre après pour vous faire payer. D'un autre point de vue aussi, le balance de prix de vente, je vous référerai à Exportation Développement Canada, EDC. Lorsque vous êtes considéré comme des exportateurs, que ce soit indirect ou vous êtes un fournisseur à un exportateur, et là, je ne veux pas trop m'avancer, mais ils ont des produits pour garantir ce solde de prix de vente-là. Donc, en fait, comment ça fonctionne? C'est que, par exemple, vous laissez 500 000 dans la transaction, payable soit sur fonds générés. Sachez qu'il y a une lettre de garantie que EDC peut émettre pour garantir ce 500 000-là. Advenant une faillite, il y a un certain pourcentage qui est garanti. Ça a un coût, bien entendu, mais je trouve que c'est un produit qui est hyper intéressant. Un produit qui va cristalliser la transaction. Puis on ne parle pas de 5 à 10 d'intérêt. On parle de 1, 2, dépendamment de votre risque, 3 mais ça assure votre solde de prix de vente et ça facilite la transition avec l'acquéreur. Parfait, merci. Donc, on a une autre question. Quelle serait la méthode d'évaluation normalement préconisée pour une entreprise de service, une agence? Agence de service, bon, les services, ça va aller beaucoup sur le cash flow, hein, donc l'approche de la rentabilité.
est-ce qu'il faut qu'elle en génère? Parce que c'est des entreprises qui ont peu d'actifs. Tout repose sur le goodwill. Et là, reste à voir si le goodwill appartient aux professionnels personnellement, est-ce qu'il est transférable ou pas. Donc, d'emblée, j'irai avec la méthode de rentabilité. Merci. On a une autre question. En dehors des entreprises du secteur touristique, le CETEC accompagne-t-il les entreprises dans d'autres secteurs comme agricole, manufacture, services, etc.? Je peux peut-être y répondre à celle-là. Effectivement, on a des conseillers dans toutes les régions du Québec qui vont accompagner les cédants et les repreneurs dans tout autre secteur d'activité. Avec l'agricole, je vous dirais qu'on en fait un peu moins au CETEC. On a fait un peu dans l'agroalimentaire parce qu'on travaille beaucoup avec Artère. Fait que si jamais vous avez des entreprises dans ces secteurs-là, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous référer à la bonne ressource au CETEC et sinon, on va vous référer à la ressource d'Artère si c'est vraiment spécifiquement agricole. Parfait, merci Nathalie. Une autre question, comment évaluer une entreprise qui vend un service sans aucun actif physique? C'est un peu, ça revient à ma même réponse de l'entreprise de service. Tout dépend du cash flow, donc le flux monétaire qui est généré. Donc, l'entreprise de service en soi va faire des ventes. Il y a des coûts reliés à ces ventes-là, que ce soit en déplacement, que ce soit en main-d'œuvre. Et ce qui reste, le fameux BAYA, c'est ça qui va être analysé. Est-ce que le BAYA, après ça, une fois capitalisé, va générer certainement un achalandage puisqu'il y a peu d'actifs tangibles. Donc, c'est comme ça qu'on évalue une entreprise de service. Ça répond un peu à la même question là, ici. Parfait. Une nouvelle question. À quelle étape du processus de transfert peut-on procéder à l'évaluation de son entreprise? À tout moment. C'est une question là, qui est facile et difficile à répondre en soi. Bon, pour faire une histoire courte d'une transaction typique, on peut prendre une évaluation au début, lorsqu'on arrive, on va voir Nathalie et Audrey, pour se dire, de un, ça peut être un prémisse de savoir combien ça vaut. Peut-être que vous ne le savez même pas. Donc, d'emblée, ça va vous donner pas la certitude parce que ce n'est pas une science exacte, mais au moins une très bonne idée de la juste valeur marchande de votre entreprise. Ça va amorcer votre réflexion aussi au niveau du prix. Ça va amorcer aussi au niveau psychologique votre déclenchement. Est-ce que je suis prêt à vendre ou pas? Est-ce que c'est vraiment le million que j'attendais ou j'y arrive pas? C'est pas ça. Ça peut aussi avoir cet effet-là, par expérience avec d'autres entrepreneurs. Ça serait une des premières étapes. Les autres étapes, oui, si votre plan est de vendre dans 5 ans, bien, vous pouvez prendre une photo en date d'aujourd'hui. Parce que je vous rappelle, l'évaluation, c'est une photo à une date fixe. Ça bouge tous les jours. Donc, on prend la photo à la date X, on rencontre le CETEC, on fait le fameux cheminement que Nathalie vous a présenté. Et avant sachant qu'on a un closing, par exemple, dans 4 ans, bien, dans 4 ans, on fera une évaluation, voir quelle est la juste valeur maintenant en date de closing. Ça, c'est une chose. Il y a une autre chose, parce que l'espace-temps est très long. Quand l'espace-temps est court, disons qu'on fait l'évaluation, puis ça donne que vous avez déjà 2 repreneurs ou un repreneur dans la mire et que vous allez closer dans moins d'1 an, bien, à ce moment-là, on peut statuer votre offre sur la première évaluation et se prévoir, bien, de toute façon, il faut toujours s'en prévoir, mais des mécanismes au niveau juridique dans la transaction, de sorte que tout fonds de roulement supplémentaire, par exemple, entre la photo d'évaluation et la date réelle de closing, c'est sûr, ça bouge, hein, votre entreprise continue d'opérer. Bien, des fois, $1 pour $1, le fonds de roulement hors caisse. Quel niveau d'encaisse je prévois? Quel est le niveau d'endettement aussi qui est requis lorsque je vais livrer la compagnie en soi? Donc, en amont, on fait une évaluation, on a une idée du prix, c'est ce prix-là. Et on se prévoit des mécanismes d'ajustement de prix de vente au niveau légal avec un bon avocat ou un notaire d'affaires, avec aidé de votre comptable et votre fiscaliste, parce que votre fiscaliste aussi va passer dans la boucle pour, bon, peut-être qu'il y a trop d'encaisse, je vais l'enlever pour se qualifier aux yeux de l'impôt à la déduction pour gain de capital, par exemple. Donc, oui, on peut faire ça à tout moment. Mais dans le cheminement typique, là, je pense que
avec ce que Nathalie vous a présenté, c'est très réaliste. Le faire aussi en début et ou faire à la fin, tout dépend de votre cheminement, là, où est-ce que vous êtes rendu. Ça, c'est Nathalie puis Audrey qui va vous aider à savoir quand est-ce qu'on lève le flag sur l'évaluation. Parfait. On a une autre question. Quelle est la durée de validité d'une évaluation? Comme je vous mentionnais, l'évaluation, c'est à une date. Donc, on prend la date, on s'ajuste, prenons le 31 décembre 2021, par exemple, on prend la photo, l'entreprise vaut tant. Lorsque vous faites la transaction, par exemple, au 1er avril, il est certain, et si votre entreprise n'est pas saisonnière et que ça continue, que la valeur va augmenter ou dépérir, dépendamment de la situation qui est là. Donc, c'est d'où là, je vous rappelle les mécanismes d'ajustement de prix de vente. Donc, le rapport d'évaluation en soi va être valide pour statuer le prix de transaction, si vous voulez, et le prix réel qui va être payé à la date de closing, donc date de clôture, va avoir prévu des ajustements de prix de vente, justement, en plus et en moins, pour considérer les opérations dans la période transitoire. Donc, à ce moment-là, votre évaluation va être encore pertinente, là. Merci. Vendre les actifs versus les actions. Oui. Ça, c'est votre fiscaliste qui va venir rentrer en jeu, qui va dire, bien, vous avez telle valeur pour vos actions. Êtes-vous admissible à la déduction pour gain en capital? Ce que ça mange en hiver, ça, c'est que lorsqu'on vend les actions et qui sont admissibles, ça vous permet d'être exonéré d'impôt sur le gain en capital. Donc, un vendeur, théoriquement, s'il est admissible, va toujours vouloir vendre ses actions, puis un acheteur va toujours vouloir acheter des actifs. Pourquoi? L'acheteur, lui, il va acheter des actifs et aux yeux de l'impôt, il va pouvoir les amortir. Donc, il va avoir plus d'économies d'impôt en achetant les actifs que les actions. À savoir quel est le meilleur entre les deux, le fiscaliste va venir faire un calcul, dépendamment. Si vous êtes admissible, je vous conseille en tant que cédant de vendre vos actions. Et dépendamment, le fiscaliste peut venir dire, bien, même si vous êtes admissible, dépendamment de la valeur de votre entreprise, il y a beaucoup de variables à prendre en considération dans cette question, mais il peut arriver qu'une valeur d'actif de façon liquidée est plus payante dans votre poche que vendre les actions avec une déduction de gain capital. Donc ça, c'est vraiment le fiscaliste qui va vous aider beaucoup à faire cette décision-là. Encore une autre question. L'environnement de mon entreprise influence-t-il la juste valeur marchande? Exemple, coucher de soleil, rivière, vue sur le fleuve, etc. Oui et non. Tout ça va être dans la première discussion avec votre évaluateur. Vous avez des forces, c'est sûr. Votre entreprise a des forces, mais elle a aussi ses faiblesses, comme toute personne. Donc, les forces en soi, que ce soit une stabilité d'équipe, par exemple. Vous avez une équipe qui est là depuis 15 ans. Vous avez une très bonne réputation dans le marché. Vous ne faites presque pas de pub, puis vous êtes toujours plein, par exemple. Bien, ça, c'est des forces qui vont faire en sorte que vous vous souvenez, la prime de risque spécifique de l'évaluateur, elle va être tentée à la baisse. Plus vous avez de force, moins qu'il y a de risque pour un acheteur, moins qu'il y a de risque, plus que la valeur d'entreprise monte. À l'inverse, vous avez un coucher de soleil qui est magnifique, vous avez le spot. Par contre, vos chiffres ne le démontrent pas. Si vous n'avez pas un achalandage, quand je parle d'achalandage, un niveau de vente avec un niveau de rentabilité suffisant qui peut prouver qu'il y a justement parce que l'emplacement géographique va être à même ce qu'on appelle l'achalandage ou le goodwill. Donc, ceci doit être démontré qu'il y a vraiment un achalandage réel de clients de par vos ventes, de par votre rentabilité qui va s'en générer. Donc, ça, c'est en faisant l'analyse avec les calculs aussi, là, avec le bailleur redressé, etc. Donc, oui, ça a une influence et ça peut ne pas en avoir aussi. Tout comme vos faiblesses. Plus qu'il y a de faiblesses, plus qu'il y a de risques, plus qu'il y a de risques, moins de valeur pour l'entreprise. Vous vous souvenez de l'exemple tout à l'heure, un one-man show ou un one-woman show qui fait tout, ben, c'est à risque pour un acheteur parce que si cette personne-là part, parce qu'elle va vendre, ben, ça se peut que l'entreprise ne s'opère pas tout seul. Le but, c'est de se faire une entreprise qui s'opère tout seul ou du moins avec des personnes clés qui vont rester après la transaction. Là,
c'est tout là le jaugeage de risque. Ce fameux risque-là, c'est lui qui rentre dans votre fourchette que je vous disais, dans toutes les primes de risque. Et éventuellement, ben, c'est lui, quand on le convertit en multiple de capitalisation, vous donne votre valeur. Donc oui, tout ça a un impact. On a le temps, je pense, pour une dernière question. Combien coûte le service triple E en moyenne? Il n'y a pas de tarification pour triple E ou peu importe. C'est des tarifications là, au niveau standard d'honoraires comptables que vous voyez dans le marché, peut-être un petit peu plus élevé parce qu'on a une spécialisation au niveau de l'évaluation d'entreprise. Donc, dans le marché, encore là, je vous réfère un peu à ce que CETEC vous a présenté et je n'ai pas l'intention de présenter des honoraires ici. C'est trop de cas par cas. Donc, tu sais, un honoraire, c'est comme poser la question à un avocat aussi. Ça va dépendre de votre dossier, ça va plus loin en cours ou pas. Ça va dépendre de trop de variables pour vous dire une vérité. Puis je ne dormirais pas bien si je vous dis un chiffre, puis c'est pas ça. Donc, j'aime mieux pas le présenter. Parfait, je pense que ça fait le tour au niveau des questions. Je vais laisser la parole à Nathalie et Audrey pour le mot de la fin. Super, ben, merci beaucoup à tous pour votre présence. Pardon. Vous pourrez retrouver l'enregistrement par courriel. Vous allez le recevoir en fait dans les prochaines minutes à la suite du webinaire, mais également vous pourrez le retrouver, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, sur notre blog. Donc, n'hésitez pas à aller voir de temps en temps ou à vous inscrire à notre infolette pour justement être averti lorsque l'article et la vidéo sera disponible. Un gros merci à Olivier pour ta présence, son expertise pour répondre à cette question si importante aux yeux de nos cédants. Ça fait plaisir, tout le plaisir pour moi. Merci à toi et puis un gros merci à toute l'équipe en arrière, à Fanny et Sarah Jade qui nous ont aidés sur la préparation. Puis nous vous invitons à répondre au questionnaire de satisfaction que vous recevrez aussi dans les prochaines minutes. Puis merci à tous pour votre intérêt et votre engagement. Nathalie, est-ce que tu veux dire un mot? Merci beaucoup d'avoir été là. Ça avait été un plaisir de vous accompagner. Fait qu'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec Audrey ou avec moi-même. Puis s'il y a lieu, on vous référera là, à Monsieur Côté pour la suite. Fait que c'était un plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.